Salut les petites blattes, aujourd'hui on va encore parler d'un sujet chaud bouillant, les retraites. Si vous êtes un vrai cafard qui rampe dans la mouise et se fait marcher dessus par les grands, il est fort possible que vous n'ayez qu'une idée assez floue de comment marche le système des retraites et de ce que vous pourrez grappiller pour passer vos vieux jours de cafard au soleil. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. L'histoire des retraites. Contrairement à ce que vous imaginez sûrement, le principe de la retraite n'est pas forcément une invention récente, bien sûr. La notion de retraite, telle qu'on en parle, est évidemment assez moderne, mais il existait des choses avant. Et oui, Jamie, c'est le moment de l'histoire. Les vieux dans l'Antiquité. A priori, pas de pension dans l'Antiquité. Mais est-ce que les vieux étaient forcés de travailler jusqu'à leur mort ? Non. Il y a toujours plus ou moins existé un mécanisme pour que les gens s'entraident. Malheureusement, on a assez peu d'informations concrètes et précises, mais un certain nombre d'indices qui indiquent qu'une forme de sécurité sociale existait bien dans l'Antiquité. Par exemple, on sait que la plupart des cités grecques avaient des citoyens soldats, mais un âge limite existant pour être mobilisés dans l'armée. À Athènes, il était par exemple de 60 ans, mais ça variait dans chaque ville. Et encore, à partir de 50 ans, on n'envoyait plus les citoyens en campagne bien sûr, mais ils étaient assignés à des tâches de garde, d'organisation de la défense et de la cité. Cela montre bien que le vieillissement était pris en compte, et qu'une notion de retraite progressive de la société existait déjà. Attention d'ailleurs, ne vous laissez pas trop influencer par les statistiques qu'on vous montre souvent. Lorsqu'on vous dit que l'espérance de vie était de 40 ans à certaines époques, notez bien que c'est une moyenne. Donc, si un enfant meurt quelques minutes après sa naissance, et que son petit frère survit jusqu'à ses 80 ans, ça fait bien une moyenne de 40 ans. Ça veut pas du tout dire que tous les gens mourraient le jour de leurs 41 ans, faut le savoir. Bon, revenons à la retraite. On n'a pas de trace de système collectif, bien que ce soit pas une preuve qu'il n'y en ait pas eu. Mais on sait que les citoyens avaient la jouissance de leurs biens jusqu'à leur mort. Donc les Grecs devaient travailler jusqu'à économiser suffisamment pour que d'autres entretiennent leurs terres, leur commerce ou leur atelier d'artisan pendant leur vieillesse. Ces autres étant bien évidemment souvent leurs propres enfants, mais ça pouvait aussi être un ancien apprenti ou un employé. En Égypte antique, en revanche, tout semble indiquer qu'une forme de protection sociale existait. Elle était gérée par les religieux, qui pouvaient être propriétaires de domaines divers et peuvent aider les nécessiteux. Bon, l'Égypte antique, c'est un territoire variable de 3000 ans d'histoire, donc c'est compliqué. On passe un peu vite, on n'est pas là pour écrire des thèses de doctorat bien sûr. La Rome antique avait un système proche de celui de la Grèce, mais il existait également des systèmes de sécurité sociale dans certaines professions. Les légionnaires professionnels retraités touchaient ainsi une pension versée par l'État, et on sait qu'il existait une corporation pour organiser certaines professions. On ne sait pas si certains géraient une forme de retraite, du moins on n'a pas trouvé. Et par exemple, il existe des associations permettant de mutualiser les frais liés aux funérailles afin de soulager les familles, et donc, concrètement, à des actifs de payer les funérailles des personnes âgées, en échange de quoi leurs propres funérailles seraient, plus tard, gérées par l'association. Pendant tout le Moyen-Âge en France, des systèmes de pension existaient, principalement pour les fonctionnaires ou militaires. Cela a pris diverses formes selon les époques, mais en gros on considérait que le roi devait aider les serviteurs vieillissants à passer leurs vieux jours tranquilles. Ça a bien changé. Il existait également des corporations par métier, qui géraient la protection sociale, le départ en retraite, la protection des veuves, l'éducation des enfants en cas de décès. Les mécanismes de protection ne prenaient pas forcément la forme d'une rente, mais pouvaient être la cession de son activité lorsqu'on arrêtait de travailler à un travailleur plus jeune, comme son employé et son apprenti, ou un compagnon selon les professions, qui devenait ainsi son propre patron en vous cédant une somme suffisante a priori pour finir vos vieux jours. Et lorsque personne n'était là pour vous verser une rente, ou vous racheter quelque chose, c'était à votre famille et à l'église de subvenir à vos besoins. Bref, le cliché qui consiste à croire qu'avant, les gens se tuaient à la tâche et que tout de coup par magie, l'État-providence est arrivé pour sauver le monde, c'est faux. Aucun système n'était parfait. Et pour beaucoup de gens dans le passé, la vieillesse, c'était difficile. Mais pour d'autres, la vieillesse était le moment où on profitait un peu, en se mettant en retrait du travail. Et il semble bien que cette aspiration à la tranquillité soit quelque chose de partagé par à peu près tous les Européens au moins, depuis que la civilisation existe. Alors on n'a pas poussé jusqu'à étudier les retraites dans toutes les autres civilisations, mais si vous voulez nous faire un exposé sur la protection des vieux au Japon médiéval, ou en Chine antique, et pourquoi pas chez les papous, alors n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires, nous serons ravis de vous lire. La retraite moderne, c'est au 19e siècle que la notion des retraites collectives est de plus en plus étudiée, notamment sous l'impulsion des socialistes. Non, pas toi. L'idée était de permettre aux travailleurs salariés de pouvoir avoir une solution pour se retirer dignement de leur activité. En effet, au 19e siècle, l'industrie a remplacé les petits ateliers, et il est devenu impossible pour un ouvrier de devenir propriétaire de son entreprise, et difficile d'acheter des terres ou autres biens pour se protéger. Des caisses de sécurité sociale entre travailleurs ont ainsi été créées, qui gèrent non seulement les retraites, mais aussi les frais médicaux des autres imprévus.
D'un autre côté, certaines entreprises pouvaient assurer une retraite à leurs anciens salariés. C'est ce qu'on a appelé le paternalisme. Le patron devenait en quelque sorte un père de substitution pour ses ouvriers. Si ces retraites sont devenues de plus en plus fréquentes, elles dépendaient fortement des rapports de force entre patrons et travailleurs dans une entreprise ou un corps de métier donné. Les ouvriers les plus qualifiés dans les professions les plus indispensables arrivant évidemment à négocier les meilleurs avantages. Cela dépendait aussi de la durée de vie de ces entreprises ou de ces organisations sociales. D'un autre côté, de nombreuses personnes travaillaient à se constituer leur propre protection sociale, en investissant massivement dans le développement de l'économie. C'est à cette époque que de grandes levées d'argent se sont faites. Ça a pu être pour financer de gros chantiers, comme le canal de Suez ou le canal de Panama. Il y en a eu aussi pour financer des demandes de l'État, telles qu'un emprunt pour les chantiers publics, des emprunts de guerre bien sûr. Et enfin, cela pouvait être pour financer le développement d'entreprises privées. C'est comme ça que se sont développés les chemins de fer de France par exemple. Autre exemple du début du XXe siècle, les fameux emprunts russes qui ont permis à la France de financer la modernisation de la Russie. Bien entendu, tout cela entraînait des complications liées aux éventuelles faillites, et parfois des arnaques pures et simples. Les gens Kevin de l'époque qui ont mis tout leur salaire dans les emprunts russes ont tout perdu par exemple. Eh oui, la retraite du Conseil national de la résistance. C'est ainsi qu'à la suite de nombreux scandales et pour garantir une certaine équité, l'État a décidé en 1945 de créer la sécurité sociale obligatoire. L'idée était d'uniformiser les différents systèmes existants et de garantir un certain équilibre entre les montants versés par les uns et les autres tout au long de leur vie et ceux qui toucheraient à la retraite. Cette décision était issue du Conseil national de la résistance, une organisation qui a créé un programme politique de synthèse pendant l'occupation en cherchant à regrouper tout le monde de la droite conservatrice aux communistes en passant par les républicains radicaux. C'est l'occasion de décrire un système d'origine qui a servi de base à cette retraite, la retraite par répartition. Or le système est simple. L'ensemble des travailleurs mettent en commun de l'argent qui sert à payer les retraites en temps réel ou presque. Voilà. Les avantages, c'est relativement simple à mettre en place à l'échelle du pays. Par rapport aux anciens systèmes par métier, tout le monde cotise à peu près la même chose et tout le monde a à peu près les mêmes droits. À peu près. Parce qu'en France, tout un tas d'exceptions ont été mises en place pour que les gens qui étaient sur les anciens systèmes notamment ne soient pas trop lésés. Ce sont les fameux régimes spéciaux. D'autres régimes spéciaux ont été créés entre-temps notamment pour les métiers difficiles ou qu'il était au moment de la création du régime spécial. Le système est relativement stable. Malgré tout, cela fait 80 ans qu'il est en place et qu'il tient à peu près. L'État peut faire en sorte que le système soit un peu bénéficiaire pour avoir un fonds de prévision des coups durs. Les inconvénients. Le principal inconvénient, bien sûr, est qu'il faut que le nombre d'actifs en France soit relativement équilibré par rapport au nombre de retraités. Ça va de soi, ce n'est pas un système adapté à la mondialisation de l'économie, car les Chinois cotisent pas pour les travailleurs français même si les Français leur achètent des trucs. Et oui, ce n'est pas un système adapté à un pays en déclin démographique. Et oui, il faut le savoir. Et de plus, il faut rémunérer les fonctionnaires qui gèrent tout ça. Et il y en a beaucoup. Et en France, on est en faillite donc. Eh ben non. En 2022, le système de retraite par répartition en France était excédentaire de 3 milliards d'euros. La réforme en prévision des retraites futures, car le nombre de gens qui partent à la retraite augmente alors que le nombre d'actifs n'augmente pas, la retraite par répartition est donc souvent comparée à un système de Ponzi, car les rentes des uns sont payées par le travail des autres. Cela n'est pas vrai. Car un système de Ponzi, c'est une arnaque où l'escroc prétend vous verser des intérêts alors qu'il pique le capital d'un autre. Dans le système de retraite, personne n'a jamais prétendu que les montants versés étaient des intérêts de quoi que ce soit. C'est une solidarité entre les travailleurs, une solidarité imposée par l'État certes, mais que beaucoup acceptent malgré tout. Mais cette notion d'intérêt est la transition toute trouvée vers l'autre système de retraite défendu par beaucoup, la retraite par capitalisation. Le principe ici est différent. Vous confiez votre argent à un fonds qui place lui-même votre argent quelque part et s'engage à vous verser une rente sous certaines conditions. Contrairement à un système par répartition, c'est donc bel et bien votre argent qui sert à vous verser une rente à terme, et non l'argent d'un autre travailleur. Enfin, votre argent. Le fonds d'investissement en fait un peu ce qu'il veut. Il existe différents systèmes, mais en général, ces retraites prennent la forme d'une rente viagère. Vous ne vivez pas uniquement de vos intérêts, mais d'une rente estimée basée sur les intérêts de ce que vous avez placé, du capital, et votre espérance de vie bien sûr. Donc concrètement, il y a une notion de placement, mais aussi quelque chose qui s'apparente à une assurance. Si vous mourrez au bout de quelques jours, le fonds s'en met plein les poches. Si vous vivez bien au-delà de votre espérance de vie théorique, le fonds perd de l'argent. Évidemment, le fonds s'arrange pour gagner plus qu'il ne perd au total. Eh oui, le casino gagne toujours. Quels sont les avantages de ce système? Alors, les investissements sont gérés par vous, et donc diversifiés par nature. En théorie, vous ne dépendez pas uniquement du nombre d'actifs de votre pays, donc si votre pays est en voie d'appauvrissement, ou s'il n'a pas fait d'enfants, vous pouvez vivre de la croissance d'autres pays. Et les inconvénients alors? Vous pouvez perdre votre argent s'il y a une crise globale.
Vous pouvez perdre votre argent si votre fonds investit dans n'importe quoi. Des subprimes, à tout hasard. Il faut rémunérer les financiers qui gèrent tout ça. Et ils touchent un petit peu plus que des fonctionnaires. Et oui, je sais ce que tu vas me dire, ma petite blatte. Vous dites ça parce que vous êtes des Français et que tous les Français sont en fait des communistes. La France est un pays d'arriérés qui est contre le capitalisme. Eh ben tu te trompes, mon cher cafard. La France fait de la retraite par capitalisation. Et oui. Comment? Eh ben il existe un fonds de réserve de retraite actuellement de plus de 33 milliards d'euros qui sert à investir les bénéfices annuels du système pour financer les pensions de l'avenir. Ce fonds est donc capitalisme par ce fameux État socialiste. Eh oui. En plus de ça, l'État a mis en place des solutions pour aider ceux qui souhaitent organiser une retraite par capitalisation. Il existe notamment des plans épargne-retraite, qui sont des retraites facultatives, mais dans lesquelles vous pouvez investir et bénéficier des réductions d'impôts d'une part, ou les PERCO, plans d'épargne pour les retraites collectives, dans lesquels vous pouvez placer de l'argent. Toujours défiscalisé bien sûr, mais aussi votre employeur, qui lui aussi sera défiscalisé pour cela. C'est donc un moyen pour l'employeur de vous verser une prime additionnelle que vous ne toucherez pas tout de suite, mais qui est plus intéressante qu'une prime avec cotisation sociale. Ouais, l'État français est communiste. Ouais, l'État français est trop libéral. En vrai, l'État français fait un peu les deux, comme il le fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais alors pourquoi tant de bruit et quels sont les enjeux réels de la réforme des retraites? Tadam! Les enjeux de la réforme des retraites. 1. L'équilibre retraité-travailleur. Le premier enjeu est l'équilibre entre les cotisants et les retraités. A priori, le ratio entre retraités et travailleurs va augmenter. Mais comment gérer le déséquilibre? Il n'y a pas 50 solutions, mais 2. Et oui, soit faire cotiser plus, soit donner moins aux retraités. L'État a tranché. Il va donner pareil aux retraités. Pour sauver les petites retraites, les pauvres, mais aussi les grosses bien sûr. Et donc faire payer les travailleurs. Une fois ceci acté, deux manières de faire. Soit on augmente les cotisations tous les mois, soit on fait payer plus longtemps. Et c'est en gros ce que l'État a imposé. Il met bien sûr, en bon organisme propagandiste, en avant les âges de départ dans les autres pays et prétend qu'on est au plus bas, en feignant d'ignorer que les systèmes sont plus complexes que ça. L'âge de départ n'est pas fixe. C'est une fourchette. Les cotisations ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et les pensions ne sont pas les mêmes non plus dans tous les pays. Et si la France est un pays où l'âge de départ est l'un des plus tôt, et c'est aussi un des pays où les montants reversés sont les plus élevés par rapport à la moyenne de l'Europe. Bien sûr, on connaît pas tous les systèmes de tous les pays dans les détails, mais méfiez-vous des annonces dans les presses qui vous orientent vers une décision, sans vous expliquer toutes les possibilités. On oublie également d'analyser tous les systèmes de retraite en mettant dans les mêmes sac les retraités à 5 000 € et celui à 500 €. Il est tout à fait possible de baisser les grosses retraites tout en augmentant les petites, ce que l'État fait semblant de ne pas voir. On pourrait penser que c'est par incompétence, mais étant donné que les catégories sociales qui ont le plus voté Macron sont les retraités d'une part et les plus aisés d'autre part, pensez-vous que ce soit un hasard que la politique avantage les retraités les plus aisés au détriment des autres? Ici nous ne le pensons pas. C'est l'autre gros enjeu du débat actuel. Derrière les propositions de capitalisation, c'est très souvent la privatisation des retraites qui est proposée. En effet, les systèmes de capitalisation existent déjà, sur la base du volontariat dans le privé, dans le public sous forme d'un fonds d'investissement. Bizarrement, aucun défenseur de la capitalisation ne propose de passer de 33 à 1000 milliards d'euros sur ce fonds-là. Alors que cela pourrait être une partie de la solution tout en étant un outil de relance économique, non? Et non, ils s'orientent tous vers un système de cotisation obligatoire et privatisé. Pourquoi on pense ça? Eh bien, regardez ce qui se passe avec l'assurance maladie. L'histoire de l'assurance maladie est très similaire à celle des retraites, mais elle a connu des difficultés plus tôt. Donc le gouvernement successif ont déjà agi pour le redresser. Et comment? En généralisant progressivement une forme d'assurance maladie privée et obligatoire, les mutuelles. À la fin, vous payez toujours, mais ces fonds, au lieu d'être directement pris en charge par l'État, servent à alimenter des méga machines financières. Et cela n'a rien de libéral. Car un vrai système libéral, souhaitable ou non, là n'est pas le débat, est un système où chaque travailleur est libre de choisir son niveau de mutuelle et à qui il le verse. Et également un système où chacun pourrait créer sa propre assurance maladie privée. Ce n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, où le système est imposé par l'État, mais confié à de grosses entreprises. Et si vous ne payez pas votre cotisation, c'est bien la police publique qui va vous mettre dans une prison publique. Bien entendu, la mise en place par Nicolas Sarkozy
entre autres, de ces systèmes à l'époque où Guillaume Sarkozy était le patron d'une entreprise fournissant des assurances maladie est un pur hasard bien sûr. Les enjeux sont les mêmes pour les retraites. Les cotisations des Français représentent près de 300 milliards par an et la finance adore mettre le grappin dessus. Les effets macroéconomiques de la privatisation des retraites. Alors admettons, on privatise et on crée des retraites par capitalisation. Que va-t-il se passer? Eh bien, on le sait très bien. La même chose qu'aux États-Unis. Les fonds de pension vont accumuler les capitaux délirants sur lesquels les cotisants n'auront aucun contrôle. Ces fonds, si théoriquement ils peuvent être investis n'importe où, ne vont pas servir à aider Dédé, le boucher du coin de votre rue, à pérenniser son activité. Non, ces fonds vont progressivement prendre le contrôle de pans de plus en plus grands de l'économie en privilégiant la rentabilité de moyen terme sur les investissements de long terme et de grosses entreprises sur les petites. Ces grandes entreprises, avec cet afflux de capitaux énormes, vont avoir la possibilité de faire de gros investissements et mettre sur la paille certains concurrents. Une fois la situation d'oligopole, ces quelques entreprises ayant chacun à peu près le même fonds comme actionnaire, dans des proportions différentes, vont se mettre à faire monter les prix de leurs produits et services. Tiens. Et à la fin, vous vous en doutez, c'est vous qui allez payer les travailleurs en ayant des loyers plus élevés, en achetant plus cher les produits au supermarché et payant plus cher ses abonnements. Et entre-temps, Dédé, le boucher du coin, il aura fait faillite. Ça vous rappelle quelque chose? Parce qu'on est déjà victime de ça depuis des années. Et ça continue, encore et encore. Bref, la capitalisation ne règle pas le problème fondamental, l'écart entre le nombre d'actifs productifs et le nombre d'inactifs. À la fin, ce sont toujours les actifs qui vont payer, via une augmentation du prix, capitalisation ou pas. Et si le nombre d'actifs n'est pas suffisant, la rentabilité des fonds diminuera, et les retraites aussi. De plus, le changement de modèle implique une transition, et personne ne vous explique comment le faire. Eh bien nous, on va vous le dire. Vous allez continuer de payer les retraites des retraités d'aujourd'hui, puis cotiser pour votre propre retraite, en plus, et donc cotiser à peu près le double. Quand vous serez vieux, vous aurez perdu tout ce que vous avez payé pour le régime par répartition. Et avec un peu de chance, le fonds à qui vous avez donné tout votre argent ne sera plus rentable. Voilà comment les élites prévoient de continuer à vous faire ramper sur des générations. La solution, bon, on va vous le dire tout de suite, la solution pour régler le problème des retraites en France, on l'a pas. Et quand bien même on en ait des idées, et certains en ont, Manu, il va pas nous écouter de toute façon. On n'est pas là non plus pour vous dire pour qui voter. C'est pas notre rôle. Par contre, on peut vous dire ce que nous, on prévoit pour nos retraites. Et vous inciter à faire quelque chose de similaire. Ne comptez pas sur les systèmes obligatoires. Selon nos activités des uns et des autres, on cotise en régime obligatoire dans différentes proportions. Un peu plus pour les salariés cadres et fonctionnaires, un peu moins pour les smicards et encore moins pour les entrepreneurs. Dans tous les cas, cela nous ouvre quelque chose sur le papier. Et on fait comme si ça n'existait pas. On aura sûrement quelque chose à la fin, et sûrement moins que prévu d'ailleurs. Mais au pire, cela sera un bonus. Ainsi, si on arrive à se constituer une retraite à 60 ans et que l'État veut qu'on parte à 70, eh bien on partira à 60 et on attendra le bonus dans 10 ans. Voilà tout. Suivez ce petit calcul. Imaginons que vous placiez 50 € par mois pendant 40 ans, à un taux inflation de 4% on va dire. Ce taux est un peu arbitraire, et le rendement moyen des placements en bon père de famille, c'est-à-dire pas trop risqué, ni trop rentable, estimé par certains économistes. Eh bien, après 40 ans sans toucher au capital, cela représente environ 200 € par mois. Ce calcul est un peu rapide, mais cela vous donne les ordres de grandeur pour s'assurer une retraite pour soi-même. Il faut mettre de côté environ un quart de ce que vous espériez avoir comme revenu tous les mois pendant 40 ans. Si vous souhaitez travailler moins longtemps, il faut économiser plus et vice versa. Donc la première chose à faire est de s'assurer d'avoir un revenu suffisant pour ça, et de prendre les mesures qui s'imposent. Et ensuite, épargner. Dans quoi épargner? Il y a des éléments cités ci-dessus, le PERCO, le PER, qui ont l'avantage d'être défiscalisés, mais ont l'inconvénient d'être des fonds privés avec tous les problèmes dont on a déjà parlé. Cela ne vous empêche pas d'en mettre un peu dessus, bien sûr. Surtout si l'entreprise dont vous êtes le salarié verse de grosses primes lorsque vous mettez de l'argent comme certaines. Gardez seulement à l'esprit que le jour du départ, si vous ne souhaitez pas que votre capital disparaisse purement et simplement et envisagez de le céder, il faudra opter par la récupération du capital et non une rente viagère, car la rente ne se transmet pas à vos enfants. Mais ces produits ne sont pas la seule solution. On reviendra plus tard sur ça, mais un PEA est aussi un moyen d'accumuler des intérêts sans qu'ils soient imposés, et a l'avantage de vous permettre de maîtriser vos investissements, y compris de placer de l'argent en capital de la boucherie de Dédé, qui lui embauchera peut-être vos enfants quand ils seront plus grands et les prendra en stage. Et franchement, c'est mieux de faire un stage chez Dédé à fabriquer du saucisson que de faire des photocopies, des pipes et du café chez McKinsey, non? Et bien sûr, il faut diversifier. Donc outre les actions des obligations, c'est-à-dire des prêts faits à des entreprises ou collectivités, des matières premières ou de l'immobilier sont aussi des bonnes pistes. De nombreuses vidéos sont à venir sur ce sujet-là. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous allez faire votre propre retraite.
Bon allez, mes petites blagues sur ce, c'est le moment de mettre un pouce bleu, de s'abonner, de partager, d'activer la cloche et tout, le référencement, vous connaissez. Mais n'oubliez pas, un bon cafard doit savoir rester agile pour éviter de se faire écraser par la grosse chaussure du gros capitalisme international et par l'autre grosse chaussure de l'État tentaculaire. Passez tous une bonne journée et à la prochaine.